Salut les amis, bienvenue sur Vince Nature. Je vais vous parler un peu des tomates. Alors on est en train de les planter, il fait toujours un peu froid mais bon on les plante quand même parce que sinon on va les planter au mois de juin. Tant pis, elles seront un peu retardées par le froid. Donc on va parler du tutorage, un petit peu de la taille, bien que je ferai une vidéo dédiée entièrement à la taille quand les pieds seront un peu développés. Et un peu du mildiou, qui fait peur à beaucoup de monde. Donc voilà, donc l'année dernière on a essayé, enfin on n'a pas essayé, j'avais planté des tomates sur bâche, entièrement bâchées, et on avait commencé, enfin j'avais commencé un système de tutorage avec des piquets et des ficelles. Bon, ça n'a pas tenu parce que les pieds étaient vraiment très vigoureux et puis ils m'ont écroulé les ficelles, donc du coup j'ai tout laissé sauvage. Alors ça a très bien marché, on a eu des assez bons rendements, mais très compliqué à récolter. Faut se baisser comme on en a beaucoup. Fallait ramper par terre, chercher les tomates, passer entre les feuilles. Donc on a décidé de changer un peu. On a investi dans des fers à béton et du treillis soudé pour faire comme un genre de palissage pour les tomates. Alors vous pouvez les planter sur un piquet tout simplement. Vous pouvez les laisser sauvages aussi. Ça marche aussi en sachant que sur bâche c'est un petit peu mieux parce qu'elles ne courent pas dans la terre, alors quand elles sont sur le plastique, enfin moi je paille les bâches par dessus, donc elles sont un peu moins sujettes au pourrissement. Pareil, si vous avez une tomate qui commence à être un peu trop mûre, les vers de terre vont l'attaquer tout de suite quoi, quand elles sont à ras du sol, que dans les airs, pas dans les airs, quand elles sont tutorées sur quelque chose, vous avez moins de petites bestioles qui vont rentrer dans vos tomates et puis essayer de les manger. Pareil pour les mulots, adorent les tomates, les mulots, les campagnols, tout ça. Et ils vont vous manger, vous ronger un petit peu les tomates quoi, quand elles sont au sol, tandis qu'en l'air un peu moins. Et peut-être celles en bas, mais... Donc voilà. Donc je vais vous montrer ça, comment qu'on a installé les tomates. Et puis je vais revenir un tout petit peu sur la taille. Je vais essayer de vous faire un plan. Voilà, donc je prends un pied comme ça. Alors je sais pas si on va bien voir. Là, hop, il est tombé. Ici. Ah, on voit pas bien. Ici, là. Là, ici. C'est ce qu'on peut appeler un gourmand. Donc ça, si vous les mettez sur un piquet, c'est mieux de les enlever. Parce que, je vais vous montrer d'ailleurs comment qu'on fait. On prend le gourmand tout simplement, hop, on l'enlève, hop, et il n'y a plus de gourmand. Après, il y en a un deuxième là. Enfin, il y en a partout en fait. Entre chaque interstice de feuilles, voilà, on enlève. Là, il y en a un beau, on l'enlève, hop, voilà. Donc si vous les mettez sur un piquet, vaut mieux les enlever parce que sinon vous allez avoir des tiges comme un peu un arbre, si vous voulez, qui va partir à droite, à gauche. Et puis ça va vous faire un espèce de buisson de tomates. Donc quand c'est par terre, c'est pas très gênant. Vous aurez des productions un peu retardées parce qu'il va faire épuiser beaucoup d'énergie à faire des ramifications pour se développer en largeur, si vous voulez. Mais sur piquet, il vaut mieux les enlever et faire une taille, ce qu'on appelle en liane, c'est-à-dire laisser que la tige principale et enlever tous les gourmands. Si vous avez un pied de tomate avec la tête un peu abîmée, qui a pris un coup de vent ou quelque chose, vous pouvez très bien laisser un autre gourmand partir à la place de la tête, parce que la tête, une fois qu'elle est coupée, elle ne repoussera pas. Et après, ça va vous refaire un pied de tomate à côté de la tige, quoi, de la tige principale. Donc voilà, donc moi je fais une taille, j'entaille certains en liane pour avoir une production un peu plus rapide, donc qui vient un peu plus vite dans la saison. Et j'entaille certains, j'en laisse entre, allez, on va dire entre 2 et 5, en sachant que j'en laisse souvent 3 et 4. Donc ça je vous le montrerai aussi quand les pieds seront un peu plus développés et quand on verra un peu mieux. Donc ça sera pas pour tout de suite, je vous le montrerai plus tard. Voilà ce que ça donne. Ça fait des hauteurs de 1,80 m. Et nous on a des rangées de 25 mètres. Parce que le terrain est comme ça. Donc on a passé un petit coup de débroussailleuse parce qu'il y avait quelques grandes herbes. Enfin il y en avait pas mal, il n'y en a pas beaucoup ici, il y en avait plus où on a mis les tomates. Donc pour implanter une petite bâche comme ça, c'est juste pour dégager un peu le pied le temps qu'elle reprenne bien. Bon là ça rame un peu parce qu'il fait froid encore et puis il n'y a pas beaucoup de soleil, il fait que de pleuvoir, donc c'est bien pour certaines cultures, pommes de terre, oignons, qui sont en plein champ, qui n'ont pas d'eau, mais pour la tomate c'est un peu contraignant, mais ça va venir, je pense, j'espère. Donc on a mis une bâche, on a mis quelques coups de bêche pour abattre un peu la terre pour la fixer. Puis on a pris les poteaux font, je me rappelle plus, c'est du diamètre 12.
mais ils sont bien plus de 50 cm dans la terre. Donc s'il y a un peu trop de vent, une fois que les tomates pousseront, on en remettra un entre chaque. Donc on a planté en quinconce de chaque côté pour tout simplement équilibrer le treillis. C'est-à-dire que quand les tomates vont tirer d'un côté, il y en aura la rangée de l'autre côté qui va tirer aussi de l'autre côté, donc ça équilibrera les poids des deux côtés. Que si on plante que d'un côté, le treillis aura tendance à se coucher. Voilà. On les a paillés, mais là ça aurait été mieux de laisser la terre un peu à nu. Mais on a mis un peu d'herbe pour apporter un peu d'azote direct à la culture. Ça les aide, ça les booste un peu au démarrage. Mais ça aurait été mieux de laisser la terre à nu en attendant pour réchauffer un peu la terre autour du pied. Mais bon, comme on fait avec le temps qu'on a, donc là on avait un moment pour faire ça, on venait de tondre, donc on l'a fait tout de suite. Je vous rappelle un peu l'itinéraire des tomates, des parcours qu'il y avait eu avant. Donc en bout de ceux que je vous ai montré là au treillis soudé, en bout il y avait eu des pommes de terre. Après sur but de fumier. Après on avait passé un petit coup de motoculteur pour mélanger un peu tout ça, on avait planté des navets. Et après on avait planté et puis maintenant les tomates. On va refaire 2 lignées, pareil, les mêmes, mais un peu plus loin, pour pas que ça soit trop serré, pour que ça aère un petit peu. Donc 2 lignées de treillis soudés de tomates un peu plus loin où il y avait déjà des tomates sur bâche. Voilà. Après on va sûrement en faire aussi sur piquet, donc sur tuteur en bois ou piquet spirale en ferraille comme on voit dans les jardins, parce qu'on en a quelques-uns qu'on nous a donnés, qu'on a récupérés. Et on va faire dans la prairie qu'on a récupérée, où on a mis les bâches pour cultiver directement sur la prairie, on va faire une rangée ou deux de tomates cerises en sauvage directement par terre. Donc voilà, ça c'est à suivre. Donc après vous pouvez acheter des tomates greffées. Les tomates greffées vont vous donner plus de production plus rapidement, mais les pieds sont très chers. Donc pour nous, à moins d'avoir une serre chauffée, c'est pas très rentable, quoi. Après la tomate, c'est la famille des Solanacées, donc vous pouvez vous amuser à faire des greffes si vous aimez bien vous aventurer dans ces choses, sur des concombres, des pommes de terre. Nous on greffait des tomates sur des pommes de terre à l'école, donc on avait des tomates en haut et des pommes de terre en bas. Donc on avait des petites tomates en haut et des petites pommes de terre en bas, mais bon c'est marrant, c'est pour s'amuser quoi, hein. Si vous voulez faire des expériences, c'est enrichissant et puis c'est amusant quoi. Donc voilà, donc je ferai pas de vidéo sur la greffe parce que c'est pas ma spécialité. Après je voulais vous parler un petit peu du mildiou. Donc moi je suis pas du tout spécialiste ni des maladies ni des ravageurs, c'est pas mon truc, ça m'a jamais intéressé. Mais je suis obligé de m'y intéresser un tout petit peu quand j'ai des cultures qui se font manger ou qui sont malades. Donc normalement en sol vivant, le mildiou c'est un champignon déjà, donc vous pouvez le traiter avec de la bouillie bordelaise, en sachant que moi j'ai pas eu de très bons résultats. J'ai essayé j'allais dire dans ma jeunesse, mais je suis pas si vieux que ça. Donc il y a longtemps j'ai essayé de mettre des choses comme ça parce que j'en avais entendu parler, tout ça. Donc déjà j'aime pas trop parce que c'est, en gros la bouillie bordelaise c'est de la chaux et du cuivre. Donc c'est surtout le cuivre, la chaux a un effet aseptisant et le cuivre un effet antifongique, donc anti-champignon. Donc vous pouvez mettre aussi un fil de cuivre dans le tronc de la tomate sans trop essayer de l'abîmer, bien que vous affaiblissez la tomate en mettant un fil dans le tronc. Donc d'un côté le mildiou va être plus agressif et plus ravageur si vous affaiblissez le plant. Tout ce qui est un plant affaibli va tomber plus sujet malade à n'importe quelle maladie, à n'importe quel ravageur. Là j'avais planté des petits marrons, il y avait un pied qui avait mal poussé, qui était un peu jaune sur 6, c'est le seul qui avait une limace. Donc même les bêtes savent, ils sont là pour réguler, si vous avez un plant qui est un peu malade, un peu faible, c'est comme dans la savane quand le lion jette sur le j'allais dire un caribou, mais c'est pas la savane, sur une antilope un peu faible, un peu malade, bah là c'est pareil, les ravageurs, les maladies vont se jeter sur le plant qui est un peu faiblard, un peu malade, c'est exactement pareil. Donc voilà, donc le mildiou c'est quelque chose de complètement naturel qui est fait pour éliminer les plantes en fin de vie. Donc c'est-à-dire que c'est fait pour, au même titre que le fumier se décompose, que l'herbe se décompose dans votre pelouse quand vous tondez, c'est un champignon qui est fait pour décomposer la matière. Donc il est complètement naturel. Donc si vous avez du mildiou, il faut se poser des questions sur la qualité de votre sol. La qualité de votre sol, la qualité de votre plant. Après, il y a des facteurs qui peuvent améliorer les conditions de vie du mildiou, c'est-à-dire les conditions humides et chaudes. Donc ça, tous les champignons se développeront beaucoup plus vite dans des milieux humides et chauds. Voilà. Donc ça c'est quelque chose, donc un bon plan, un bon sol. Et moi j'ai une théorie que
plusieurs personnes utilisent et savent, c'est qu'en sol vivant, on utilise la décomposition de la matière, donc c'est-à-dire paille, fumier, herbe, foin, BRF, tout ce que vous voulez, pour créer un cercle vertueux de fertilité, auto-fertile. Donc on apporte du carbone dans le sol pour apporter de l'azote, pour apporter des minéraux et pour nourrir la vie du sol, les vers de terre, les bactéries, les petites bêtes, tout ça qui vont vous faire un cercle de fertilité. Donc la décomposition de la matière engendre énormément de champignons. Des champignons saprophytes, des champignons mycorhiziens. Quand on ne travaille pas le sol, il y a des réseaux de champignons mycorhiziens. Donc ça, je ferai peut-être des petites vidéos pour vous expliquer, c'est peut-être pas bien clair. Les champignons saprophytes, c'est des champignons qui décomposent la matière organique. Donc il y a des champignons qu'on voit et des champignons qu'on ne voit pas forcément. Quand vous voyez qu'il y a un peu de blanc ou de noir sur votre paille, le noir, c'est plutôt des bactéries sur votre paille en décomposition ou sur votre herbe. Et le blanc, c'est plutôt des champignons. Vous sentez, si votre matière organique ou votre terre sent le pourri, un peu la pourriture comme un légume qui est en train de pourrir ou quelque chose comme ça, c'est plutôt des bactéries. Si vous sentez le sous-bois, c'est que c'est plutôt des champignons qui décomposent votre matière. Donc des fois, il y a les deux. Donc comme il y a déjà énormément de champignons en place dans la matière organique en décomposition, le mildiou qui est aussi un champignon, il arrive et puis les autres ils lui disent non non, nous on mange déjà, toi tu restes à ta place. Donc ils contiennent le mildiou à une petite zone. Bon, je dis pas qu'il peut pas y avoir du tout de mildiou. Ça, là on a une année humide, donc ça sera bien le moment de le vérifier. Mais il peut y avoir quand même un peu de mildiou, quelques attaques et tout ça, mais normalement qui devrait se réguler tout seul, surtout si on n'est pas en serre. En serre, c'est encore plus difficile à le maîtriser parce que serre, milieu chaud, humide, quoi. Voilà, et c'est pas un milieu naturel. Donc tout se fait d'une façon différente quand on change l'écosystème. Donc normalement, en sol vivant, on devrait avoir beaucoup moins, voire pas du tout de mildiou. Moi l'année dernière, comme je vous le disais, j'ai fait des tomates par terre. Bon, elles étaient sur bâche, donc elles ne touchaient pas la terre, mais il y avait énormément d'eau sur mes bâches, de paille et de fumier, de crottin de cheval, enfin, énormément, un petit peu, surtout de la paille. Et elles n'ont jamais attrapé le mildiou, à part en fin de saison, où c'était vraiment le bon moment qu'elles attrapent le mildiou pour se décomposer, quand de toute façon les tomates n'auraient plus mûri et étaient les dernières récoltes. Sur du fumier, un exemple de champignons saprophytes. C'est des gros champignons qui se voient. Donc ça, c'est du champignon qui sont faits par son mycélium pour décomposer la matière organique et s'en nourrir. Donc après, je vais essayer de vous en trouver un qui ne se voit pas. Voilà, ça, le noir, c'est plutôt des bactéries. Donc le champignon n'aime pas bien ça, donc il a laissé la place aux bactéries. Là, vous en avez un autre qui se voit aussi. Un champignon saprophyte. Alors je sais pas, parce que des fois je suis pas un mycologue, donc des fois il y a des choses qui ressemblent à des champignons mais qui n'en sont pas, qui sont d'autres genres de familles. Donc je vais pas vous dire de bêtises, mais ça y ressemble. Mais ça ressemble à ces choses-là, quoi, pour faire simple. Après, là voilà, il y en a encore un exemple. Donc vous voyez, il y a plein de choses. Et il y en a qui se voient pas à l'œil nu en fait, hein. Il y en a que j'arrive pas à vous en trouver. Là voilà, vous voyez bien que il y a des petites taches blanches un peu partout, ça ressemble à rien. On croirait que ça peut être là une coloration, là ici, une coloration due à la nature où on cherche pas trop à comprendre, mais tout ça c'est des champignons. Les petites taches blanches que vous voyez là. Donc toutes ces choses là, elles vont dire au mildiou, nous on est déjà là, et ben si tu veux te faire ta place, faut te battre. Donc voilà, donc c'est ça qui le ralentit un petit peu. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le mildiou. Voilà, si vous êtes en sol nu, malheureusement j'ai pas vraiment de solution pour vous à part de couper les feuilles malades, de traiter. Voilà, moi je ne traite pas du tout contre le mildiou, ni en préventif ni en curatif. De toute façon, en curatif, faut vraiment des traitements très agressifs. Les grandes cultures, faut savoir qu'ils traitent entre 7 et 15 fois minimum en plein champ. Donc moi c'est pas du tout mon truc, et puis j'ai pas envie de dépenser des fortunes en produits. Donc voilà. Donc si vous êtes en sol nu, j'ai pas trop de solutions pour vous. Plus vous aurez un sol pauvre, un sol mort, plus le mildiou se développera facilement. C'est tout. Plus vous aurez un sol riche en humus, plein de vie, moins vous aurez de mildiou. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis bah, mettez un petit pouce, un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous les itinéraires. Il y aura plein de choses encore intéressantes. On essaye de faire des vidéos, mais avec la pluie c'est pas facile. Et puis bah à la prochaine.